La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, bonjour et bienvenue à La vie des idées. La post-humanité a longtemps été un thème de science-fiction. Mais il arrive que celle-ci anticipe sur l'histoire à venir, et aujourd'hui, ce qu'on appelle la post-humanité occupe à la fois la sociologie et la philosophie politique. À travers elle, ce sont les fondements de la cité qui sont questionnés de manière radicalement nouvelle. C'est la question anthropologique qui ressurgit dans nos sociétés. Mais à quoi la post-humanité réfère-t-elle au juste ? À la figure du cyborg, à la marchandisation du corps, à l'ingénierie génétique, à l'utopie de l'immortalité, à une nouvelle régulation technologique des corps et des âmes ? Ces termes, pour le commun des mortels, demeurent assez nébuleux. On sent toutefois se dessiner une société où la vie serait créée en laboratoire, où on pourrait vaincre la vieillesse et peut-être même la mort, du moins dit-on le souhaiter. Est-ce même souhaitable? Est-ce même désirable? Savons-nous encore poser des limites à l'utopie d'une manipulation complète de la vie et du monde par la technologie? Est-ce que l'homme aujourd'hui est tenté de se prendre pour Dieu? Céline Lafontaine, professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal, est une spécialiste reconnue de ces questions et j'aurai l'immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui à La vie des idées. Céline Lafontaine, bonjour. Bonjour. Alors, je me permettrai une première question toute simple. Lorsqu'on entend le mot, qu'est-ce que la post-humanité? Que désigne ce terme qui circule dans la vie publique, qui circule dans la vie des idées, sans qu'on ne sache exactement comment le définir exactement? Justement, c'est la définition de la post-humanité, elle est multiple, puisque à travers, comme vous l'avez dit, ça recoupe à la fois une philosophie politique, mais à la fois certains mouvements sociaux, donc qui prennent plutôt la forme du transhumanisme, mais aussi certains mouvements critiques des tendances de la société contemporaine. Donc, dans le post-humanisme, il y a plusieurs philosophies politiques, finalement. Il y a celle qui dit, là où il y a une espèce de tronc commun, c'est la critique radicale de l'héritage moderne et de la logique de maîtrise, en tout cas, où, d'une part, d'une volonté justement de dépasser les limites de l'humanisme pour entrer justement dans une logique de maîtrise, et d'autre part, au contraire, la critique même des effets de cette maîtrise. Vous dites qu'il y a un point commun entre ces différentes tendances, entre ces différents mouvements. Lorsqu'on parle, par exemple, inversement de la tendance, la volonté aujourd'hui presque de maîtriser la vie, c'est-à-dire non seulement accueillir la vie, l'aménager, l'organiser, mais cette prétention à la manipuler, disons, dès l'origine, est-ce que ça relève, par exemple, cette tentation, cette forme, ce qu'on appelle quelquefois l'ingénierie génétique, si je comprends bien, est-ce que ça réfère à l'imaginaire de la post-humanité ou est-ce qu'on est dans toute autre chose? Ça réfère à l'imaginaire de la post-humanité dans l'idée, justement, de dépasser l'espèce humaine dans ces cadres. Mais quand on regarde de plus près, le paradoxe, c'est aussi un des éléments centraux de la modernité occidentale. Cette volonté de maîtriser la nature, de faire reculer la mort, elle est au fondement de l'humanité. Là où il y a une différence fondamentale, c'est le fait que dans la première modernité, le projet de la science moderne, qui est un projet de domination de la nature et de domination du corps humain, entre autres, ce projet s'accompagnait d'une volonté d'améliorer les conditions d'existence. Et là, je reprends ici la thèse de Nicolas Levedek, le Devedek, qui a développé dans la Société de l'amélioration, donc qui a fait une analyse des philosophies politiques jusqu'à aujourd'hui avec justement cette notion de post-humain et surtout de perfectibilité, parce que la modernité, elle est marquée par la perfectibilité. Et donc, d'une part, ce projet moderne qui marque la différence de l'Occident dans le monde, c'est-à-dire de maîtrise du monde, de maîtrise de la nature, s'accompagnait d'une volonté d'améliorer les conditions d'existence, donc qui était indissociable d'un projet politique. On n'a qu'à penser à Condorcet. Le post-humain est chez Condorcet, il est chez Bacon, Francis Bacon, qui était déjà au XVIIe siècle dans un discours sur la volonté de manipuler la vie. La différence, c'est que ce projet qui va s'accompagner de la démocratie, qui va s'accompagner de politique sociale, d'un mouvement politique, va peu à peu, après la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est assez systématique, je pourrais en glisser un mot, mais va se renverser, c'est-à-dire que ce projet qui était à la fois celui d'une maîtrise de la nature, mais aussi de l'amélioration des conditions d'existence, donc un projet politique, celui de l'émancipation moderne, celui de l'humanisme moderne, va se renverser uniquement sur la dimension qui est celle de la maîtrise de la nature, puisque l'idée, ça ne sera plus de transformer la société, mais de transformer les individus eux-mêmes pour s'adapter
à la société. Et donc, la dimension politique du projet s'est rétrécie et c'est là où on commence à parler de post-humain, puisqu'il n'est plus question de transformer le monde, il est uniquement question de transformer la nature humaine. Est-ce qu'on peut y voir une utopie de remplacement? Je m'explique. Les utopies modernes, à tout le moins les utopies politiques, prétendent justement faire naître l'homme nouveau en refondant l'ordre social. C'est la prétention du socialisme à bien des égards. On pourrait croire que c'est peut-être celle d'un certain libéralisme, on le dirait avec des nuances. À tout le moins, les pensées collectivistes ont eu cette idée qu'on va accoucher de l'homme nouveau en réformant la société profondément. On peut avoir l'impression aujourd'hui qu'on a renoncé, je reprendrai presque vos mots, on renonce à changer la société pour faire naître l'homme nouveau. Est-ce qu'on a la prétention aujourd'hui, par la maîtrise technologique, par les nouvelles possibilités libérées par la technologie, de faire naître l'homme nouveau immédiatement, sans passer par une transformation de la société? Et aussi, par ailleurs, est-ce qu'on est toujours dans un imaginaire de l'homme nouveau? C'est-à-dire que non, on n'est plus dans un imaginaire de l'homme nouveau. Et là où ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était peut-être pas tout à fait clair, c'est-à-dire que les autres mouvements post-humanistes, ceux qui remettent en question justement l'humanisme moderne en essayant de re-questionner les fondements des sciences sociales et de la philosophie, en disant on s'est trompé, on a placé l'humain au centre de tout, l'humain n'est pas au centre de tout, pensons à l'animal, pensons aux objets. D'un côté, et d'autre part, ceux qui sont vraiment dans l'idée d'une transformation, d'une modification de l'humain pour s'adapter à la société. Il y a la critique de l'humanisme. C'est-à-dire, et l'humanisme ici, pensé dans son modèle d'émancipation et dans son modèle d'autonomie politique. Et l'enjeu, là où il y a eu une vraie rupture, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, c'est indéniable. C'est-à-dire que... Qui représente la mort des utopies, la mort d'une volonté prométhéenne en politique? Qui représente à travers l'Holocauste l'incompréhension totale d'une société qui a donné Kant et qui nous mène à la destruction technoscientifique des humains. Et la réponse à ça, quand on suit l'histoire des sciences sociales, des utopies, ça a été vraiment un anti-humanisme qui a pris plusieurs formes, dont le post-humanisme. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale a été marqué justement à travers la cybernétique, à travers la mise en place des systèmes de communication, mais aussi toute une conception du monde marquée par cette volonté justement d'une plus grande rationalité, la guerre ayant été interprétée par les cybernéticiens, certains scientifiques américains comme un processus irrationnel. Et donc finalement, le projet de la modernité, celui d'une démocratie ou d'une société transparente, sera réalisé par les technologies de l'information et c'est là que se situe le transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est plutôt le post-humanisme, c'est-à-dire à travers l'idée que on peut plus changer le monde par une utopie politique, mais il faut se changer soi-même pour s'adapter à une logique qui est déjà complètement modifiée. La figure, vous évoquiez tantôt la figure donc de l'émancipation moderne. Est-ce qu'il y a encore une pensée de l'émancipation dans la post-humanité? J'ai quelquefois l'impression, peut-être à tort, de voir qu'une volonté d'émancipation du corps, une forme d'émancipation de la finitude. Il n'y a plus de pensée de la finitude, ai-je l'impression, du moins dans les rêveries contemporaines. Est-ce qu'il y a une figure de l'émancipation, ou peut-être pas politique, peut-être sociale, ou est-ce vraiment une figure de l'émancipation du corps, des déterminismes biologiques, ou est-ce que même ça n'existe pas? C'est-à-dire que dans les mouvements post-humanistes, parce que je suis vraiment entre deux modèles, mais disons que dans les mouvements post-humanistes qui militent pour la modification du corps humain par le génie génétique, par exemple, le modèle politique qui est naturalisé, il faut vraiment comprendre qu'il est naturalisé, c'est celui du libéralisme. C'est le libéralisme qui est naturalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus. Est-ce qu'on pourrait même dire une forme de libertarianisme? Oui, là on a toutes les couleurs. On a des transhumains ou des posthumains un peu plus libéraux qui ont quelques considérations morales et politiques et sociales, et d'autres qui sont carrément libertariens. Mais disons que quand je dis naturalisé, parce que finalement pour eux le point de départ c'est l'individu biologique et le social c'est un amas d'individus biologiques qui n'ont que pour seul but de poursuivre leur propre individualité. D'où le fait du renversement face à la modernité, non plus améliorer les conditions d'existence, mais améliorer la vie
en elle-même. Améliorer la vie en elle-même. Peut-être, est-ce qu'ici je me montrerai prémoderne d'une certaine manière, il y a, me semble-t-il, une pensée de la finitude, à tout le moins, qui traverse aussi l'histoire occidentale, c'est-à-dire l'homme peut aménager le monde, peut organiser le monde, peut transformer le monde, mais ne peut se substituer au créateur du monde. Alors, évidemment, on ne croit plus en Dieu aujourd'hui, il n'y a plus la figure du créateur du monde n'existe plus. Est-ce qu'on pourrait dire néanmoins qu'une forme de, vous me pardonnerez la formule si je vais trop loin, une forme de divinisation de l'homme néanmoins avec les utopies technologiques contemporaines, c'est-à-dire l'idée que l'homme prétend un jour créer la vie, agir sur les conditions mêmes de l'existence? Oui, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les racines sont dans la modernité. Elles sont chez Condorcet, elles sont chez Bacon, elles sont chez Diderot. Hein? Et donc, il y a vraiment le paradoxe, c'est une fois qu'on a perdu l'utopie politique, peut-être qu'on est face à vraiment un des projets ou un des héritages les plus difficiles à penser que de la modernité, qui est celui de la maîtrise technique et qui, par ailleurs, a fait de l'Occident ce qu'est l'Occident, c'est-à-dire sa possibilité de maîtriser les processus naturels. C'est un énorme paradoxe. C'est pour ça aussi que certains courants post-humanistes nous forcent à penser différemment notre rapport au monde et même la question de l'individualité qui est au cœur de nos sociétés libérales. Est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue alors que la post-humanité n'est que la modernité révélée à elle-même dans ses ultimes conséquences? Dans sa forme la plus radicale. On dit souvent, à tort ou à raison, qu'il y a quand même, on parle évidemment de la modernité au singulier, il y a aussi la tentation quand même de dire que dès que naît la modernité, même sur le plan politique, il y a la conscience aussi du caractère potentiellement, aujourd'hui on dirait totalitaire, de la modernité. C'est-à-dire, je pense ici simplement sur le plan politique, à partir de références qui sont les miennes, la révolution française fait naître immédiatement Burke. La révolution fait naître le conservatisme en un sens. C'est-à-dire la révolution fait naître la conscience des dérives possibles de la révolution. Est-ce que les innovations technologiques aujourd'hui, qui nous donnent à tout le moins le sentiment d'une puissance prométhéenne pour l'homme, est-ce que ça fait naître aussi des mouvements qui témoignent d'une inquiétude manifeste devant cette prétention radicalisée, peut-être, d'une maîtrise complète de la vie? Curieusement, très peu. Très peu, parce que justement, le paradoxe, c'est que moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de voir justement certains mouvements comme le transhumanisme, parce que le post-humanisme, ce sont des concepts. D'accord. Des concepts qui sont un peu complexes parce que ça recoupe toute une littérature philosophique qui est aussi une qui nous dit l'humanisme moderne, sa volonté de maîtrise, elle est à repenser puisqu'on n'a pas tenu compte de l'animalité, du vivant et je le dis et j'en profite pour le dire, pour moi, le grand impensé de l'Occident, c'est le vivant. C'est-à-dire la dimension vivante du corps de l'humain et du lien qu'on a avec les autres vivants. On n'a qu'à voir l'agriculture industrielle. C'est un symbole très marquant de notre rapport au vivant. Et justement, pas très loin, et dans le fond, le post-humaniste, ces réflexions-là, ce ne sont que des formes extrêmes mises en pensée de logiques contemporaines beaucoup plus présentes qu'on n'a pas pensé. C'est-à-dire que l'individualité moderne après l'individualité, celle d'héritée d'après la Deuxième Guerre mondiale, elle repose essentiellement sur un rapport à la santé, à une transformation démographique majeure qui est celle du vieillissement des populations, qui est l'effet essentiellement des vaccins, des conditions d'hygiène et qui a peu à peu modifié le rapport au corps et qui, vous savez, quand on regarde par exemple, même au niveau, vous me demandiez s'il y avait des mouvements d'opposition à certaines tendances technoscientifiques. Curieusement, quand il est question d'agriculture, par exemple, sur les OGM, on a vu, la France a légiféré, bon, le Canada moins, mais on voit quand même des réactions. Quand il s'agit du corps humain, curieusement, tout passe. Tout a passé par le désir d'enfant. Les nouvelles technologies de reproduction ont été l'entrée massive dans ces idées de post-humain, de transformation. On a permis l'année dernière en Grande-Bretagne la modification génétique d'un embryon humain avec une nouvelle technique. Et au nom du désir d'enfant, au nom de la filiation génétique, on permet la modification génétique. Donc, quand on est, parce que j'y suis quotidiennement, en ce moment, je travaille sur l'impression 3D de tissu humain, quand on est dans l'idée du corps humain, la culture populaire, elle est très peu résistante. Au contraire, elle est dans une logique de
consommation. Vous avez utilisé à 3 reprises, qui m'a marqué le mot curieusement. Alors, permettez-moi de vous demander pourquoi curieusement? Pourquoi ce terme curieusement lorsque vous évoquez le peu de résistance devant ces innovations technologiques, devant ces manipulations du vivant? Qu'est-ce qui se cache? Mais que voulez-vous dire par ce curieusement? C'est-à-dire qu'on est face à plusieurs paradoxes. Quand on est face au corps humain dans une société du risque, donc la peur de tout, le contrôle de tout, il s'agit d'ouvrir les infos pour savoir qu'on va nous dire quoi manger, quoi pas manger. On permet des modifications, des transformations sur le corps humain qui sont très risquées. Les technologies de reproduction, je les prends toujours comme exemple, c'est pour une condition non médicale, créer des problèmes médicaux au nom justement de quelque chose qui est de l'ordre d'une représentation de la citoyenneté qui est le droit à l'enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous parlez du droit à l'enfant, la figure du désir qui, finalement, le désir vient abolir les inquiétudes légitimes, mais vous parlez d'une modification de la citoyenneté, finalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, les théoriciens qui s'intéressent à ces questions-là, pas nécessairement... évidemment, la question du post-humain, c'est une grande question philosophique. Moi, je suis sociologue. Donc, on parle de bio-citoyenneté. De plus en plus, les revendications et la façon de se penser comme citoyen, c'est à travers le système de santé. On n'a qu'à penser la question de la santé dans nos sociétés et à travers, justement, cette volonté de pouvoir libérer son corps ou de pouvoir accomplir à travers son corps des désirs, des transformations. Moi, je vais vous donner un exemple de pourquoi la question du post-humain, elle est beaucoup plus en amont qu'on le croit, avec laquelle ça me fascine. C'est une question qui me fascine parce que elle est l'impensé et en même temps, elle est la source. On voit le paradoxe de l'émancipation. Vous savez, aujourd'hui, on voit apparaître, non pas dans les discours sur le post-humain, mais dans le magazine féminin, tout un discours formulé à travers la médecine, à travers la biologie de l'évolution. Je pourrais vous en parler. La biologie de l'évolution est très intéressante en ce moment. Et donc, pour nous dire que les menstruations, le discours, c'est est-ce que les menstruations sont utiles ou pas? Ah. Et donc, c'est un discours qui est là à peu près depuis les années 2000, un discours important, parce que vous savez, on est à la 3e génération de femmes qui massivement, donc une part importante de la population, vivent sous contrôle hormonal. Le contrôle hormonal à travers la pilule contraceptive, c'est le premier médicament de masse qui a servi qui était pas dans un rapport médical justement, ni normal ni pathologique, mais de contrôler une dimension qui est celle de la reproduction. Et ce contrôle, c'est la condition même de la citoyenneté des femmes dans notre société. Donc, vous voyez à quel point on dépend de ça. Et là, aujourd'hui, à l'époque, quand les médecins l'ont mis en place, je ferai pas une histoire de la pilule, mais c'est fascinant parce que c'est l'impensé de notre culture, ça a été porté par les mouvements féministes. Et donc, à l'époque, évidemment, les femmes voulaient pas la prendre, la pilule. Pourquoi? Parce que, évidemment, une dimension importante de l'identité féminine anthropologique, là, on pourrait faire toute une histoire, c'est justement le fait d'avoir ces règles, ce qui va déterminer la santé. Donc, à l'époque, les médecins l'ont fait de façon... L'époque, c'est-à-dire? On est dans les années 50, 60, D'accord. Quand on commence à le mettre, ça s'est commercialisé dans les années 60. Et donc, les femmes, finalement, les médecins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont conservé un arrêt des hormones qui, finalement, reproduit artificiellement les règles. Parce que le cycle est artificialisé. Ouais. Mais la raison, elle était culturelle, sociale et anthropologique. Aujourd'hui, les jeunes filles, qui maintenant, on prescrit depuis des années la pilule en continu pour toutes sortes de raisons, je m'en vais à Cuba, je vais pas. Et donc, elles sont déjà dans ce rapport au monde-là. Leur condition et elle est liée à ce rapport aux hormones-là au point où une des fonctions naturelles, anthropologiques du corps féminin, maintenant on se pose la question, est-ce que c'est naturel ou pas? Et là on a des biologistes qui vont nous dire non, c'est pas naturel les règles, puisque dans une société traditionnelle, les femmes ont plusieurs grossesses avec des périodes d'allaitement dont elles n'ont pas des règles de façon aussi constante que sur une espérance de vie de 50 ans par exemple. Donc vous voyez à quel point un processus naturel devient complexe. Donc on n'est pas dans le post-humain, mais oui, on y est. Ça nous permet de comprendre à quel point il est déjà présent dans la culture de mille manières. Et dans nos corps, et dans nos modes de vie. Et loin de moi l'idée de dire que la pilule contraceptive, personne va tenir le discours, il faut arrêter la pilule contraceptive. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces effets-là, on n'aurait pas pu les penser. Et donc, une partie du post-humanisme contemporain, c'est de dire justement, regardez, les frontières sont beaucoup plus
complexe que vous le croyez. Est-ce que nous sommes contemporains à travers cette métamorphose d'une forme de vous me pardonnerez la formule un peu lourde, mais une forme de révolution anthropologique? C'est-à-dire, est-ce que notre conception de l'être humain est en train de changer sans qu'on s'en aperçoive à travers la culture populaire et au-delà des discours philosophiques, donc à travers la culture populaire, la conception qu'on aurait de l'être humain serait en train de changer en profondeur? Pour moi, très clairement. Je vais vous donner un autre exemple. Les étudiants qui sont vraiment avec les mouvements genre, peut-être que là, mais c'est aussi très lié au post-humain parce qu'une des idées du post-humain, c'est le vieillissement. Ça, je peux vous en parler longtemps. C'est-à-dire l'idée d'une vie éternelle à travers, en tout cas, d'une vie immortelle. L'utopie de l'immortalité. Oui. Et donc. Sur laquelle nous reviendrons. Et donc, de l'autre côté aussi, cette idée, justement, que la liberté individuelle, elle a été formée comme ça depuis les années 50-60. C'est une liberté, par exemple, à travers la sexualité et à travers la possibilité justement de modifier son corps. Pour les femmes, c'est le contrôle c'est clairement la pilule contraceptive qui a amené officiellement et réellement cette liberté-là. Et donc, on arrive aussi à des mouvements qui vont remettre en question les déterminismes biologiques. Ah oui. Et ça, c'est important parce que ce qu'on nomme politiquement à travers les querelles de la théorie du genre. La théorie du genre, mais il faut faire attention parce que sur par exemple, le patriarcat, c'est effectivement une réalité anthropologique. Donc, la domination ou la mise les positions hiérarchiques inférieures des femmes, c'est une chose qu'on peut analyser en anthropologie, en sociologie. Mais moi, j'en suis dans mes cours, par exemple, à lire des travaux où j'ai des étudiantes qui veulent avoir une perspective critique, mais qui sont tellement dans une logique de déconstruction qui me disent l'idéologie occidentale de la différence des sexes. Ah oui. Donc là, je suis obligée de leur dire que l'artificialisation de la différence sexuelle. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que des choses de base qui nous permettent pas de comprendre d'autres enjeux sociaux fondamentaux, notamment la commercialisation des ovules, le fait que le corps féminin demeure un des grands enjeux du capital et un des lieux d'exploitation en ce moment des femmes, c'est à travers cette marchandisation du corps. Et donc, je suis obligée de leur expliquer, par exemple, que le sperme et l'ovule, c'est pas des équivalents biologiques. Ils sont dans des corps qui sont déjà post-humains. Ah ben ça, mais c'est tout à fait fascinant. Je vous relance sur cette question, c'est-à-dire, on a une forme de constructivisme radical qui consiste à dire que tout est un construit social, tout est une représentation sociale arbitraire, conventionnelle, et si c'est un construit, ça peut être déconstruit et reconstruit. Ne reste plus à travers cela que le désir pur ou le fantasme d'auto-engendrement. Et ça s'accompagne quelquefois d'un discours libéral, un discours individualiste très fort qui consiste à dire si moi, en tant que femme, j'ai envie de louer mon corps pour fabriquer des enfants, eh bien, qui êtes-vous, vous, figure autoritaire paternelle ou paternaliste mâle autoritaire et tout le tralala, pour oser me dire quoi faire de mon corps? Donc, de ce point de vue, est-ce qu'on pourrait dire qu'un certain individualisme radical coopère ou conspire ou travaille à la marchandisation du corps des femmes? Effectivement, mais c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, le post-humanisme, c'est un libéralisme radical. Donc, c'est ensemble, on peut pas les séparer. Et donc, ces mouvements-là, et ce qu'on voit souvent, qui sont une forme de gauche, comprennent pas les vrais enjeux. Moi, ce qui m'effraie, c'est que c'est souvent carrément de l'ignorance, de la méconnaissance aussi je dirais qu'on vit dans une société illettrée par rapport aux transformations technologiques. On est dans une société où les étudiants, les gens ont une conception presque post-humaine de leur corps, mais ils ne connaissent rien. Par exemple, très peu de gens vont vous décrire comment fonctionne une fécondation in vitro. Ils vont aller pourtant militer pour ou contre. Ils comprennent pas. Quand je disais les risques tout à l'heure, il y a énormément de risques pour la santé qui ont toujours été minimisés face justement à cette logique de maîtrise. Et donc, on est dans des d'où vient le curieusement? Vous me posiez la question tout à l'heure. D'où vient le curieusement? Voilà le curieusement. Mais vous évoquiez vos étudiants qui donc nous disent l'idéologie occidentale de la différence sexuelle, ce qui semble disparaître à travers cette idéologie qui est finalement peut-être l'idéologie de la modernité simplement, d'une maîtrise totale. La maîtrise totale était hier collective, à tout le moins, c'était le propre des utopies totalitaires. La maîtrise totale étant aujourd'hui individuelle, la technologie servant à cela, est-ce qu'il y a des limites envisageables à la déconstruction ou lorsque vous évoquez vos étudiants et ceux qui sont dans ce mouvement, poussent toujours plus loin l'idée de maîtrise sans jamais reconnaître quelque chose comme une limite, sentiment qu'on ne pourrait pas aller plus loin?
Ben, la limite, elle vient d'ailleurs. La limite, elle vient des enjeux environnementaux. Elle vient pas à l'intérieur de cette pensée-là, parce que cette pensée-là, elle est effectivement centrée sur un individu qui, ultimement, là j'entre dans le transhumain, ultimement se perçoit comme une continuité sans fin. Et donc, ça viendra pas de ces mouvements-là, la reconnaissance de la limite. Par contre, un certain post-humanisme donc c'est pas les mêmes gens, hein, c'est un autre courant, oui. Va justement critiquer radicalement la modernité occidentale dans son projet de maîtrise et va justement intégrer la question de l'animal, de la subjectivité animale, du vivant, et c'est par là que se pose la question de la limite. C'est pour ça que ça peut être aussi intéressant de décentrer, moi ce que j'appelle à la fois, on a tellement perdu l'anthropologie qu'il faut passer par une désanthropologisation. C'est les mouvements post-humanistes qui sont désanthropologistes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus l'homme qui est au centre, mais le vivant, qui vont nous permettre de repenser l'humain. Parce que vous savez, en ce moment, vous savez où ce qu'on pose, plus personne pose la question de la subjectivité en sciences sociales. Sauf en éthologie. Okay. En éthologie, les gens qui travaillent en éthologie, moi je trouve ça toujours fascinant parce qu'on connaît rien du fait de notre logique de maîtrise, on connaît rien du monde animal, on connaît rien du monde vivant. Et les éthologues qui nous apprennent que toutes les techniques animales, par exemple les oiseaux qui utilisent des techniques parfois transmissibles, parfois non, se posent la question de la conscience, se posent la question de la subjectivité ou de la proto-subjectivité, mais donc nous reposent des questions que la modernité posait et qui étaient à l'origine du projet politique, l'émancipation, mais là il la pose de façon critique en décentrant justement de l'humain. Mais c'est fascinant ce que vous dites. Autrement dit, il faudrait passer par un décentrement de la référence anthropologique pour redécouvrir la figure de la limite. Tout à fait. Est-ce que vous envisagez néanmoins, est-ce que vous voyez dans la culture contemporaine, sauf peut-être chez certains individus catholiques égarés dans le monde qui est le nôtre, une capacité de poser la limite en termes anthropologiques, c'est-à-dire en demeurant dans une pensée où l'être humain, bien évidemment, participe au vivant, un statut singulier dans le vivant? Non, pour répondre à votre question, si vous me demandez ce que j'envisage, moi, ce que je vois, évidemment, il y a dans le christianisme, il y a dans certaines religions, les grandes religions ont toujours un rapport à la limite, elle est posée d'emblée. Mais sinon, dans la culture contemporaine, la seule qui la pose, ce sont, à mon sens, certains mouvements environnementalistes, certains mouvements transhumanistes. Il y a un nouveau mouvement, mais il faut y aller avec des guillemets, qui s'appelle le nouveau matérialisme, qui commence à s'intéresser au fondement matériel de tout n'est pas discours. Non, tout n'est pas discours. Une découverte soudaine. Oui, et qui aussi pense la non-maîtrise. Parce qu'une chose qu'on n'a pas compris, tout ce qu'il y a devant nous, tous les problèmes sociaux qui sont devant nous, hein, ça c'est ce sont des problèmes engendrés par la volonté de maîtrise. Donc, juste un exemple encore là, c'est certains posthumanistes vont s'intéresser à ces questions-là. C'est-à-dire qu'un des grands problèmes de santé publique maintenant, c'est la résistance aux antibiotiques. Parce que c'est les antibiotiques qui nous ont permis d'augmenter l'espérance de vie, de contrôler les maladies infantiles et tout. Et donc, la résistance aux antibiotiques, parce qu'on a mis on a utilisé des bactéries partout dans l'agriculture. Et donc, puis on n'a jamais pensé justement que la bactérie, elle nous échappe. Ouais, bien et sûr. donc, on voit apparaître une sociologie, par exemple, de la bactérie, qui peut paraître un peu délirante, mais non, au contraire, qui nous oblige à penser différemment à l'action sociale et la modernité. Alors, Céline Lafontaine, nous allons prendre une pause de quelques instants et nous reviendrons ensuite au micro de Radio Ville-Marie. Cet entretien avec Céline Lafontaine à propos de la question de la post-humanité, mais finalement, un entretien beaucoup plus vaste sur ces questions fondamentales. De retour dans quelques instants. Radio VM. Alors, chers amis, de retour à Radio Ville-Marie pour cette discussion avec Céline Lafontaine à propos de la question de la post-humanité et de 1000 questions qui entourent ce thème finalement très très vaste. Céline Lafontaine, vous nous parliez des enjeux liés à la conscience, la prise de conscience du vivant, de l'ingénierie génétique que vous évoquiez, la déconstruction quelquefois de l'idée même de référence anthropologique et de limite anthropologique. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est la plupart de ces questions, même s'il y a des mouvements militants, je dirais que la plupart de ces questions qui sont par ailleurs fondamentales
sont plutôt absentes du débat public, ou à tout le moins sont rarement au cœur de la délibération démocratique. Comme si elles étaient trop complexes pour y être posées, elles étaient réservées à un débat entre certains éthiciens et ainsi de suite. Est-ce que ces questions ont pris leur place dans la démocratie, ou elles s'y sont pas encore périphériques? Non. Vraiment, ça c'est un problème, c'est-à-dire que ces questions-là ne prennent pas leur place, ou quand elles prennent leur place, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec le Conseil du statut de la femme qui nous a pondu un rapport pour nous dire que finalement la maternité pour autrui, parce que c'est un des effets du post-humain, c'est-à-dire la maternité pour autrui, finalement, ça pouvait être un acte altruiste avec un encadrement. Ça montre à quelle l'ignorance des enjeux profonds de ces questions-là. C'est quand ces questions-là viennent dans le débat public, ce sont toujours justement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça résiste très peu quand il est question. On parle quand même de la programmation génétique d'être humain et de l'idée d'un utérus artificiel, mais puisqu'on n'en a pas encore, on va prendre des femmes. Et donc, on parle quand même de quelque chose qui est le summum, d'une certaine exploitation des femmes. Oui, bien sûr. Et donc, que ça passe comme ça dans le débat public et qu'on puisse trouver ça, c'est que ça vous montre à quel point on est des racines profondes d'une espèce de libéralisme et c'est une boîte noire. On veut pas voir ce qu'il y a là-dedans. On veut pas voir la donneuse d'ovules qui est injectée avec plein d'hormones, qui va avoir des effets sur sa santé. On veut pas voir la sélection, le magasin. On met une boîte noire, puis on nous dit, en plus, archaïsme, on nous dit que finalement, sous forme de don, donc là, tout à coup, les femmes qui devaient être libérées dans une société hyper capitaliste, maintenant, c'est très bien d'être dans un altruisme du don. Finalement, cette pratique-là devient acceptable et sociale. Pourquoi? Parce qu'elle répond exactement à cette grande tendance de société où on ne peut pas mettre de limites. J'avais l'impression, mais vous me corrigerez, que c'était justement au nom d'un certain féminisme, au nom d'une certaine dignité féminine ou de la femme, qu'on s'opposait encore à certains égards à cette idée de la figure de la mère porteuse, par exemple. C'est au nom justement de l'idée qu'on ne peut pas instrumentaliser le corps de la femme en le transformant en petit fourneau pour fabriquer des bébés sur commande, qu'il y avait une résistance assez profonde peut-être dans la population par rapport à ça. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il s'agit d'une résistance plus artificielle qu'on le souhaiterait peut-être? C'est le cas, puis je dirais qu'elle est générationnelle aussi. On va le voir plus chez les femmes, d'abord chez les femmes qui ont eu des enfants, de base, là, il y a quelque chose d'expérientiel, mais aussi chez les générations de femmes plus âgées, mais il y a une grande résistance de la population, ça passerait jamais au suffrage universel, mais au contraire, c'est-à-dire que chez certaines élites, il y a un libéralisme libertarien de gauche qui fait en sorte qu'on va le faire passer. Donc, faut voir qui sont les forces en présence dans nos sociétés. Mais effectivement, il y a une résistance populaire, mais un peu comme c'est passé sur toutes les technologies au Québec, on va légiférer bientôt en faveur. Ah oui, vraiment. Vous croyez qu'on est dans cette direction? Oui. Et mais ce que vous évoquez, c'est un mouvement qui est par ailleurs généralement visible sur des questions de société, c'est-à-dire malgré une résistance populaire de fond, certaines élites Christopher Lash nous parlait quelquefois des élites éclairées pour qui la démocratie consiste à appliquer la doctrine éclairée à un peuple ignare et un peuple obscur. Est-ce qu'on traite dans notre société les résistances à ces nouvelles innovations comme des traces d'ignorance, des traces des temps anciens, des traces d'archaïsme, ou est-ce que cette résistance est encore légitime? Dans les cas, par exemple, pour les mères porteuses ou qui sont les mêmes questions, mais à l'absurde, parce que la prostitution, c'est pas la même question. Il n'y a pas la production d'un être humain. C'est vraiment l'idée, justement, d'un certain féminisme et d'un certain féminisme libéral. Et donc, toutes les autres tendances vont être amenées à du conservatisme. Ce qui ne serait pas mal par ailleurs, le terme n'étant pas nécessairement négatif. Je me permets de vous ramener sur cette question parce qu'elle est fondamentale. Vous nous dites, les jeunes générations peut-être ont une plus grande sensibilité à cette espèce d'idéologie de la pleine maîtrise de soi. Vous ne vous contentez pas de partager peut-être l'inquiétude populaire devant cela, vous l'articulez intellectuellement, vous l'articulez théoriquement, vous en faites, vous le traduisez philosophiquement même, je dirais. Quelles sont les bases à partir de lesquelles vous critiquez cette pleine maîtrise du vivant? Quelles sont les assises, je dirais, intellectuelles ou philosophiques à partir desquelles vous nous mettez en garde et vous semez ici et là le mot curieusement?
Je dirais qu'à l'origine, mes premiers travaux, c'était vraiment à partir d'un modèle de l'humanisme et de la fragilité. Donc, dont les origines, c'est le judéo-christianisme, mais aussi, j'ai été très influencée par Hannah Arendt, donc toute une pensée, justement, Mais je dirais que de plus en plus, face à ces enjeux-là, je suis quand même... dans un questionnement justement sur la question du vivant. Et donc, d'ailleurs, quand on regarde Arendt, quand on regarde Jonas, tous ces gens-là étaient très influencés par un penseur qui s'appelle Adolf Portmann, qui est un phénoménologie du monde animal, donc qui essayé de penser justement l'animalité. Et donc, c'est plutôt de ce côté-là que j'essaie de me pencher, avec les limites évidemment de mes connaissances, mais je pense que c'est du côté d'une certaine pensée écologique, mais surtout d'une pensée du vivant. Quand Guilhem, il y a quand même plusieurs références, et en ce moment, comme je le dis, il y a une espèce d'effervescence. Quand vous dites une pensée du vivant, vous voulez dire une pensée qui échappe à l'imaginaire de la pleine maîtrise. Exactement. Et c'est-à-dire qui tient en compte des limites même du vivant. Moi, je dis toujours, je me souviens, j'étais en discussion avec une de mes amies qui est physicienne qui s'alarme du fait qu'on n'est pas capable de légiférer sur les changements climatiques à l'échelle internationale, et que je lui disais, mais c'est impossible. Une société qui ne peut pas penser la propre finitude, elle peut pas penser la finitude de la planète. Donc, c'est toute cette question-là. Et de plus en plus, on a des mouvements qui nous ont déconstruits et aussi qui nous ont ramené la technique, la déconstruction de la nature et de l'artifice. C'est un fait avéré. C'est un fait avéré. Je veux dire, c'est quoi un embryon en boîte de pétri? Ben, c'est du vivant technicisé. Donc, on est effectivement face à des catégories qu'on n'a pas pensées. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la pilule contraceptive. On n'a pas pu penser à ça parce qu'on était dans une logique de maîtrise du corps. On n'a pas pu penser aux effets parce qu'on était déjà dans une maîtrise qui dépasse, qui nous sortait de l'anthropologie sans le savoir. D'une certaine manière, c'est comme si le développement technique ou technologique avait échappé complètement à la philosophie. Elle échappait complètement à la maîtrise puis à la philosophie de la modernité. J'entends par la philosophie, c'est-à-dire la capacité de méditer sur la signification des événements. Probablement que nous abordons aujourd'hui cette révolution avec des concepts soit usés, soit inadaptés, où nous n'avons pas trouvé les concepts nécessaires pour penser de manière critique cette espèce de révolution. Tout à fait. Donc en ce moment, ce qu'on voit apparaître à côté des discours sur le post-humain, transhumain, tout ça, on voit quand même des tentatives de créer des concepts pour essayer de nommer des réalités. Parce que finalement, vous savez, ça fait plus de 60 ans qu'on a des lignées cellulaires humaines partout dans le monde, des objets comme ça, qu'on n'a jamais pensé quel était leur statut ontologique, quel était leur rapport avec les corps, et de plus en plus, vous savez, la médecine régénératrice repose essentiellement sur, et qu'est-ce que c'est une cellule, une lignée cellulaire dans une... quelles sont ses limites, comment le penser, c'est pas évident. Et comment vous expliquez cette carence de la pensée? C'est-à-dire le fait que nous n'avons pas pensé ces réflexions, il y a l'impensé, on pourrait dire l'impensé de la modernité ou l'impensé de la post-humanité. Comment expliquez-vous que d'une manière ou de l'autre, philosophes et sociologues ne soient pas emparés davantage de ce thème? Comment expliquez-vous que la conscience populaire elle-même demeure assez étrangère à ces questions? Parce qu'on est resté dans un modèle de l'humanisme qui était dans un rapport de maîtrise à la nature, et on n'a pas pensé que les objets qu'on créait allaient un jour nous maîtriser et nous transformer au point où on n'aurait plus les repères pour les penser. Vous venez d'utiliser une formule, je ne savais pas si l'entrevue irait là, mais je me permets de vous poser la question, vous me direz si je suis dans une mauvaise direction. Vous parlez des objets que nous créons et qui en viennent à nous maîtriser. Quand on touche un peu à ces questions, sans en être expert, tout en s'y intéressant assez pour lire davantage qu'un article de journal, il y a une espèce de mythe qui revient toujours dans les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, la fameuse figure de la singularité, c'est-à-dire le jour où finalement l'intelligence artificielle serait plus forte que l'intelligence humaine, et nous aurions à nous soumettre finalement à le créateur se soumettrait à la créature qui le dominerait. Est-ce qu'on est dans une société qui doit redouter quelque chose comme une forme de nouvelle aliénation technologique où l'homme serait soumis à l'intelligence artificielle, à tout un monde qu'il aurait créé sans le comprendre? Mais on y est déjà. Nous sommes déjà dans un modèle computationnel du cerveau humain. Si vous allez dans les départements de psychologie, vous allez voir que c'est les modèles de sciences cognitives qui dominent. Ouais. Donc, avec une certaine représentation de l'être humain qui a été forgée par la cybernétique, par un modèle machine. Et de plus en plus, moi, je reprends la formule par exemple, de Gunther Anders, la honte prométhéenne. De
plus en plus, notre conception de l'intelligence, c'est parce qu'elle est computationnelle qu'on a peur de l'intelligence artificielle. Si on comprenait justement que l'intelligence, c'est aussi la sensibilité du vivant, c'est aussi la dimension corporelle, ben, on se sentirait pas menacé par des machines. C'est parce que nous-mêmes, nous pensons dans ce rapport à la machine que nous pouvons croire que les machines vont nous dépasser. Mais est-ce que ça, vous évoquiez tantôt la nécessité de se décentrer peut-être un peu de la référence anthropologique pour redécouvrir l'idée de limite. Pourtant, vous venez de nous réancrer immédiatement dans la figure anthropologique, dans la figure de l'homme, c'est-à-dire vous intégrez dans l'intelligence la sensibilité, vous intégrez dans l'intelligence le corps, autrement dit, vous pensez la singularité de l'être humain. Est-ce qu'il y a encore une place pour une pensée de la singularité de l'être humain dans tout cela? Ben là, quand moi j'invoque la sensibilité, quand j'invoque la corporalité, ben c'est ce que nous partageons avec au moins tous les mammifères et tous les êtres vivants. Bien évidemment, donc, mais il y a quand même la désanthropologisation, ça vient pas la remettre en question. Au contraire, ça vient nous montrer l'urgence de se repenser dans ce cadre-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de préserver néanmoins quelque chose comme l'idée d'une singularité de l'être humain? C'est-à-dire, je vous entends, je vois très bien la pensée de la limite à laquelle les chemins que vous suivez pour nous conduire à l'idée de limite. Je comprends très bien que ce soit aussi par l'écologie aujourd'hui qu'on redécouvre l'idée de limite. Je crois Alain Finkielkraut disait dans un texte récemment que l'écologie était ce par quoi on réhabilitait la légitimité du conservatisme. Mais la question que je me pose, c'est y a-t-il encore de la place pour une pensée de la singularité de l'être humain, ou est-ce une pensée qui est définitivement enfermée dans les siècles passés? À vrai dire, la singularité de l'être humain, elle est justement dans toutes les formes anthropologiques qui sont celles elle est dans les diverses formes qu'a pris le vivant humain. Puis pour moi, un des problèmes de l'humanisme moderne, c'est que d'avoir tellement peur de ne pas penser sa propre singularité, que finalement c'est d'avoir rabaissé toutes les espèces. Le fait de reconnaître une sensibilité à une espèce, ça n'a rien à voir avec la déhiérarchisation de l'être humain, ou ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, la question. Mais est-ce qu'on peut, vous avez utilisé un mot important, déhiérarchisation. Est-ce qu'on peut encore dire, mais peut-être est-ce un vestige d'une pensée judéo-chrétienne, que l'être humain est au sommet de la création? Moi, je pense qu'il faut inverser, c'est-à-dire que l'être humain, dans son rapport de maîtrise de la nature, l'être humain, là ici, on est vraiment dans l'histoire, parce que c'est vraiment l'être humain occidental. Oui, bien sûr. Et donc, c'est le seul qui a voulu se mettre, et donc, dont les origines sont judéo-christianistes, le néolithique. Bon, il faudrait revenir sur l'histoire. Il y a quelques années. Il y a quelques années, mais à vrai dire, cette idée de la maîtrise chez l'humain, là j'ai perdu un peu le fil. Ben, alors ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a cette idée que l'être humain a un statut singulier dans la création, un statut qui ne serait pas une figure parmi d'autres du vivant, ne serait-ce que parce qu'il est conscient de son destin, parce qu'il a une ouverture à la transcendance, par exemple. Mais c'est pour ça que la désanthropologisation, à mon sens, elle est fascinante, parce que finalement, ce qu'il faut repenser, c'est le fait que l'humain vit et doit nécessairement vivre en cohabitation et dépend évidemment de la nature d'autres espèces et tout, et finalement là où il y aura une singularité de l'humain, c'est dans sa responsabilité, dans la responsabilité devant la création, devant sa propre action. On parle depuis tantôt, on revient toujours sur la question à la fois de l'utopie d'une maîtrise totale, et de l'autre côté la question des limites, comment poser les limites. Pour une raison ou pour une autre, une limite s'impose encore à nous aujourd'hui pour un temps, c'est le fait qu'un jour on meurt. C'est assez désagréable d'ailleurs, on aimerait bien savoir ce qui va se passer après, mais pour l'instant, tout le moins, on risque de mourir encore pour longtemps. Est-ce que je me trompe en disant que tous ces débats je reviens à la notion de post-humanité, mais il faudrait aller probablement beaucoup plus largement que ça. Est-ce qu'on est tenté par l'utopie de l'immortalité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous rêvons à la possibilité pour l'homme de s'éterniser? L'utopie d'abolir la dernière limite, finalement. On est face à l'utopie de l'immortalité. Elle repose encore là à travers la figure de la lutte contre le vieillissement. La Banque mondiale nous dit qu'il faut lutter contre le vieillissement, que c'est un facteur de décroissance. Et en 94, et ça a correspondu avec le développement massif de la médecine régénératrice et de la nanomédecine, avec cette idée justement que le vieillissement en tant que tel, au niveau biologique, est devenu une maladie.
Donc, ce qu'on essaie, si vous regardez les derniers prix Nobel, là, vous allez voir en 2010, ce sont des prix Nobel soit sur l'apoptose, donc sur la mort cellulaire, sur les mécanismes du vieillissement, sur les mécanismes cellulaires. Donc, aujourd'hui, le vieillissement en tant que tel est devenu une maladie. Donc, ce qui suppose que si on comprend les mécanismes du vieillissement, on va pouvoir prolonger indéfiniment la vie. À l'heure où je vous parle, il y a des banques de cordons, de sang de cordon où les gens et derrière, quand on regarde les modèles, il y a l'idée que ça va permettre de régénérer les corps, donc de pas vieillir. Mais permettez-moi cette espèce de question en forme d'éditorial, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'horrible là-dedans? Pardonnez-moi cette question, c'est que si le vieillissement est une maladie, c'est toute méditation sur les derniers jours, sur ce qu'on appelait la sagesse du vieillage autrefois, toute la dignité qu'on avait conférée dans l'histoire humaine à la figure du sage, à la figure de l'ancien, à la figure de l'ancêtre, à la figure finalement, la sagesse aussi devant la mort, toute l'entreprise de ritualisation de la mort pour être capable d'accepter cette part de l'humanité. Est-ce qu'on risque pas d'abolir tout ça, traitant cela comme une maladie à guérir? J'ai deux choses à vous dire là-dessus. La première, c'est que vous me demandiez quelle est la singularité de l'être humain. La seule, c'est celle-là. La conscience, il sait qu'il va mourir. La conscience prospective. La conscience de la mort, on voit que certains animaux, face à un cadavre, vont quand même ressentir la mort. Ce qui est pas la même chose que l'humain qui sait qu'il va mourir, et l'histoire humaine, c'est ça. C'est d'avoir conscience de la mort. Quand on perd conscience de la mort, on perd son humanité. Donc, déjà, en partant, il y a quelque chose là, pour répondre à la question de la singularité par rapport à d'autres, ce qui ferait vraiment le propre de l'homme, c'est ça. C'est cette conscience prospective de la mort. Et de l'autre côté, on est face à un vrai paradoxe. Là. En ce moment, c'est quand vous me disiez le curieusement, un autre curieusement, c'est que parce que moi, j'y vais toujours avec des grands guillemets comme sociologue sur le mot progrès. Et s'il y a un vrai progrès de la science moderne, ça a été justement de pouvoir, parce que le visage de la mort, dans l'histoire humaine, c'est le visage de l'enfant et de la mère en couche. Ouais. Hein, c'est un fait l'espèce humaine, le bébé humain, il est fragile et la mère en couche est extrêmement fragile, probablement les plus fragiles des mammifères. Et donc, pour toutes sortes de raisons que je veux pas rentrer ici dans la biologie, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et donc, le vrai progrès, ça a été justement à travers les vaccins et l'hygiène d'avoir inversé la pyramide. Ça aussi, c'est une nouveauté anthropologique. Il y en avait pas de vieux. C'est pour ça qu'il y avait un statut extrêmement important parce qu'il y avait c'était un statut si rare qu'il méritait d'avoir un statut singulier. Oui, et donc c'était des gens qui avaient passé à travers l'existence, donc il y avait de fait une force. Hein? Donc il y avait quelque chose de fascinant. Puis aussi on est dans des sociétés de transmission où c'est la vérité elle est derrière, pas devant. Et donc le paradoxe, c'est un vrai progrès, c'est-à-dire d'avoir réussi à modifier le corps de la population, d'avoir allongé l'espérance de vie. Donc, c'est un progrès mesurable. On peut se dire que vivre plus longtemps pour les individus en meilleure santé, c'est peut-être le seul vrai progrès de l'Occident. Ben, finalement, ce progrès-là est devenu ce par quoi on a dévalorisé le vieillissement. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est que, du coup, les personnes âgées ont pris le visage de la mort, ont pris le visage de la limite, et depuis les années 60, c'est vraiment l'ennemi. Donc, c'est un paradoxe. Le plus grand progrès est devenu ce qui fait en sorte qu'on veut combattre le vieillissement. Il y a un débat qu'on a eu au Québec tout récemment, qui s'est réglé évidemment dans l'unanimisme à la québécoise, le débat sur l'aide médicale à mourir. Lorsque je regardais ce débat, pour emprunter des mots qui sont un peu les vôtres ici, j'avais l'impression que je me disais l'être humain a un tel désir de maîtrise de l'existence qu'il en vient à abandonner l'idée même de la part mystérieuse d'avoir, la part que ça nous échappe un peu. Il voulait maîtriser jusqu'au moment de la mort, au point même de médicaliser la mise à mort en un sens. Est-ce que ce débat sur l'aide médicale à mourir, sur l'euthanasie, participe aussi à ce traitement de la vieillesse comme maladie? Oui, puis il participe de ce que je vous disais tout à l'heure, la biocitoyenneté, c'est-à-dire que de plus en plus la citoyenneté s'exprime à travers des réalités biologiques. La question de l'aide médicale à mourir, elle est vraiment complexe parce que la raison, elle est liée à l'acharnement thérapeutique, d'une part. Hein, ce fait qu'on maintient en vie des gens dans des conditions qui, autrement, n'auraient pas été maintenues en vie. Et donc, dans une société libérale, avec un modèle idéal, c'est pas surprenant que les gens veulent pas dégénérer
puisque finalement, ce qu'on leur dit, c'est que vieillir, c'est si, et aussi avec un idéal de performance tel, on peut comprendre dans ce contexte-là les revendications pour ne pas subir, pour ne pas vivre ce qu'on réserve aux personnes âgées dans nos sociétés. C'est affreux. Donc, faut le comprendre quand même humainement. L'euthanasie est un humanisme. Oui, d'une certaine façon, mais c'est affreux. Oui. Alors que, par exemple, le problème, c'est au Québec, de façon systématique, je sais, j'ai perdu mon père l'année dernière, on pratique l'euthanasie passive. Et l'euthanasie passive, personne n'est contre, parce qu'il y a quand même l'euthanasie passive, c'est quoi? C'est le fait que, à force de donner de la morphine aux gens en soins palliatifs, on sait que finalement la morphine va finir par affaiblir le cœur au point tel qu'il s'éteint. Donc, c'est ça plutôt que je comprends pas, c'est que finalement, pourquoi on n'a pas présenté justement les vrais enjeux, c'est-à-dire l'euthanasie passive versus d'autres formes, alors qu'en soins palliatifs, on présente, c'est plutôt justement les formes politiques qui sont derrière, qui sont à questionner, c'est-à-dire les modèles, l'idée qu'on va revendiquer mourir dans la dignité. J'aimerais dire, je poserais la question ici, est-ce qu'on a présenté le suicide assisté comme le premier des droits de l'homme, c'est-à-dire l'homme voulant être maître absolument, d'une certaine manière, je dirais, il veut être maître de sa nouvelle naissance aujourd'hui. Il peut vouloir changer de sexe s'il le veut. Il peut, par la médiation de l'informatique, changer d'identité. Donc, le désir d'avoir une nouvelle naissance, donc premier pôle à contrôler. Mais aujourd'hui, par l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir, mais maître aussi des derniers moments de son existence. Donc, non pas cette part d'humanité inévitable, c'est-à-dire le médecin qui comprend que là, c'est terminé et on va à l'abri du regard, quelque chose se passe avec la famille. Là, faire de l'aide du suicide assisté un projet politique, ça témoigne quand même d'une transformation de notre rapport à la vie. Mais ça transforme, ça dénote une transformation du rapport à la vie qui est effective aussi, c'est-à-dire qu'on maintient en vie, on a toutes sortes de conditions. Je pourrais vous parler de la mort cérébrale. Il y a toutes sortes de nouvelles réalités anthropologiques, biologiques qu'on ne connaissait pas. Qui ne sont pas encore enregistrés dans la cité, c'est-à-dire le débat démocratique a toujours pas intégré ces réalités. La plupart des gens, vous savez, on a sur notre permis de conduire, pas notre permis de conduire, la carte soleil au Québec. Derrière, on signe pour le don d'organes. Les gens savent pas comment ça se passe, savent pas c'est quoi la mort cérébrale. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans des réalités sociales qu'on ne connaît pas, qui sont toutes des boîtes noires. Et pour la question du suicide assisté, oui, ça devient un mouvement politique. Il faut voir aussi qui le réclame, quels sont les individus. Et donc, dans une perspective sociologique, effectivement, vous avez raison, ça dénote une certaine représentation de l'être humain, une certaine vision de l'autonomie surtout. Oh oui, moi, ce que je critique beaucoup, c'est cette notion de l'autonomie. La radicalisation de l'autonomie. Et je pense que le besoin de désanthropologisation pour re-anthropologiser, justement, c'est de comprendre que nous naissons dans la dépendance et nous mourrons dans la dépendance et que la condition humaine est une condition de dépendance et que justement la particularité de l'humain, c'est de créer des façons de permettre à l'individualité de s'exprimer à travers cette reconnaissance de la dépendance. Et le plus grand mythe contemporain qu'on retrouve dans plusieurs mouvements politiques, dont le post-humanisme est la forme la plus extrême, c'est celle de l'autonomie, de l'auto-engendrement. Fantasme d'auto-engendrement. Bérénice Levet, dans un livre tout récent, la théorie du genre, qu'on évoquait tantôt, disait probablement que le fantasme le plus puissant dans l'Occident contemporain, c'est justement ce fantasme d'auto-engendrement où, encore une fois, je le dis pas à la manière d'un croyant, mais à la manière d'une description, l'homme se substitue à Dieu. L'homme se croit, finalement, l'éclipse du divin a été pas très durable parce que le divin a migré sur Terre, l'homme veut s'auto-engendrer. Ce fantasme de l'auto-engendrement, toutefois, vient abolir l'idée de limite, mais sans l'idée de limite, d'une certaine manière, l'humanité est difficilement pensable, non? Elle est difficilement pensable, et là, je ramènerais plutôt à des enjeux sociologiques, c'est-à-dire que les vrais enjeux, c'est que cette autonomie revendiquée, elle est vraiment porteuse d'inégalités sociales graves, d'exploitation, et c'est là le problème, c'est-à-dire que c'est une fausse... Par exemple, pour les inégalités? C'est-à-dire que tout ce qui touche aux questions de genre, tout ce qui touche aux questions de corps, on est dans une égalité. Tout le monde n'a pas accès aux nouvelles technologies. Le désir d'enfant est un peu construit lié à la pilule contraceptive, mais tout le monde n'a pas accès à ces technologies-là. Même dans le cadre d'un système de santé publique, évidemment, il y a
la bio-citoyenneté est une citoyenneté extrêmement hiérarchisée. Il y a ceux qui reçoivent, il y a ceux qui vont consommer les corps, et il y a ceux qui vont y participer à l'économie. Donc, il y a vraiment des enjeux importants là. Et de quelle manière, il nous reste 2 minutes simplement, de quelle manière poser à nouveau la question de l'égalité dans cette société? De quelle manière poser la question de l'égalité? Là, c'est vraiment une vraie question. Et à mon sens, il faut la poser toujours. J'ai aucune réponse, mais je me dis que ce processus de désanthropolisation, mais encore là, il faut faire très attention, va peut-être nous amener à repenser justement la question du lien social, qui est d'abord un lien entre les êtres humains, mais aussi avec tout le monde qu'on partage, toutes les espèces avec lesquelles on a à vivre. On peut identifier 3 pensées du lien qui me viennent spontanément à l'esprit. Il y en aurait d'autres. La tradition conservatrice, la tradition républicaine, la tradition socialiste. Est-ce que nous pouvons mettre à contribution ces 3 traditions de pensée pour redécouvrir la pensée du lien, ou est-ce qu'il faut véritablement le penser à nouveau frais? Je pense qu'on part jamais d'une table rase, mais je pense qu'il faut le penser sur des zones que l'Occident a très peu, et que dans certaines traditions, on le fait de façon spontanée. Alors Céline Lafontaine, merci infiniment pour votre présence ici à La Vie des idées. C'était un entretien avec Céline Lafontaine sur la question du post-humanisme, et finalement de bien d'autres choses aussi qui touchaient à cette question. Chers amis, nous nous retrouverons la semaine prochaine à La Vie des idées pour un nouvel échange sur ces questions qui animent la cité, mais qui trop souvent sont à l'abri du débat public. Céline Lafontaine, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir.